Bonjour, je m'appelle Clémentia et bienvenue sur la chaîne Passion à la clé, une chaîne où je partage des informations et les tendances de l'investissement passion version millénial. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique du placement passion des sneakers. Non, pas la barre chocolatée, mais plutôt ici des baskets, de la chaussure de sport qui rencontrent une croissance exponentielle, tant sur les réseaux sociaux que les ventes aux enchères, en passant par le placement financier, qui est de loin d'être un investissement atypique. Pour cette première partie et la première capsule, revenons à l'histoire de la basket. C'est parti! Inventée par nos ancêtres préhistoriques, la chaussure est composée d'une partie inférieure, plus ou moins épaisse, nommée semelage. Celle-ci protège la plante du pied en l'isolant du sol et peut être éventuellement relevée à l'arrière par le talon. La partie supérieure qui enveloppe le dessus du pied s'appelle la tige. Elle est constituée de plusieurs parties. Celle qui se trouve à l'avant et couvre le cou de pied jusqu'à la pointe est l'empeigne et celles qui sont de part et d'autre du pied sont les quartiers. Au milieu, il s'agit de la languette. La première chaussure connue, retrouvée en Arménie dans la grotte d'Arène, date de 5500 ans. Elle ressemble à une sorte de mocassin, mais contrairement à ceux découverts sur Otzi, l'homme des glaces, plus récente d'un ou deux siècles, elle ne recouvrait que l'avant du pied. Dans la Grèce antique, les athlètes qui participaient aux Jeux ne portaient aucun vêtement, ce qui n'était pas des plus pratiques, en particulier lors des épreuves de course à pied. Il semble qu'ils étaient parfois vêtus d'un caleçon ou un suspensoire, mais il existe peu de représentations de cet usage. Ils étaient donc plutôt nus, y compris pour le saut et le lancer, mais pas pour les épreuves de course armée qui nécessitaient le port d'armes et de boucliers. Les lutteurs, en revanche, recouvraient leur corps d'huile avant de le saupoudrer de sable ou de poussière afin de mettre leur musculature en valeur et de protéger leur peau sans que cette dernière soit glissante, ce qui aurait rendu tout combat impossible. Il en était de même pour les boxeurs et les pugilistes qui s'entouraient en plus les mains de lanières de cuir, lequel est devenu de plus en plus lourd au fil du temps et qui était quelquefois lesté de métal. L'huile et le sable dont ces athlètes s'enduisaient leur permettaient de prévenir les coups de soleil et de réguler la température de leur corps, mais aussi d'amortir les coups de bâton dont leur entraîneur n'était pas avare lorsque les exercices n'étaient pas exécutés dans les règles. Une fois l'entraînement terminé, ils se munissaient d'un petit instrument recourbé appelé strigil pour racler leur peau et en éliminer les résidus et la sueur avant de finir leur toilette avec une éponge imbibée d'eau. Les tenues des athlètes des temps modernes sont à présent réglementées et comportent, en plus des couleurs de leur pays, un dossard sur lequel figurent leur nom et leur numéro de compétiteur, mais aussi les marques de leurs sponsors qui sont les grandes marques d'équipements sportifs comme les shorts, bermudas, collants, jupettes, maillots et autres tenues de golf, de patinage ou encore d'équitation. Chaque discipline sportive, à l'exception de la natation, est dotée de ses propres chaussures. Qu'il s'agisse de ballerines, de bottes, de baskets ou encore de crampons qui sont adaptés tant au sport dont il est question qu'à la morphologie de l'athlète avec l'évolution de la biomécanique et de la biotechnologie. Tout comme la compétition automobile impacterait la vente de véhicules particuliers, l'influence des chaussures des athlètes s'étend bien au-delà de la pratique sportive en prenant par exemple des chaussures de pilotes de Formule 1. Ainsi, les citadins déambulent aujourd'hui en sneakers, lesquels sont des chaussures de sport détournées de leur usage initial et la majorité d'entre elles ne fouleront jamais que les trottoirs des villes. Aux États-Unis, la Candy Manufacturing Co. de New Haven avait commencé dès 1868 à produire des chaussures en toile de sport équipées de semelles de caoutchouc, matière qui n'était alors utilisée que dans l'industrie automobile, mais s'étendit rapidement à la chaussure. La vulcanisation, mise au point en 1869 par Charles Goodyear, donne un nouvel essor au caoutchouc dont l'usage se généralise à la fois dans l'automobile et la fabrication de semelles de chaussures auxquelles il apporte souplesse et flexibilité, mais aussi dans beaucoup d'autres secteurs. Le précurseur de cette mutation est la United States Rubber Company, devenue Uniroyal. C'est dans la ville de Bolton en Angleterre que l'aïeul et homonyme du fondateur de la marque Reebok, William Foster, commercialise en 1895 les premières chaussures de course dotées d'une pointe spécifique. Sa compagnie
créé en 1900 alors qu'il n'avait pas encore 20 ans, est nommé d'abord J.W. Foster, puis plus tard J.W. Foster & Son, puis devient Olympic Works, devenue fameuse dans le milieu sportif pour ses running pompes, les premières à être équipées de pointe. En 1958, son fils reprend l'entreprise familiale qui rebaptise Reebok, mot dérivé de la langue afrikaans, Reebok qui désigne une antilope sud-africaine. William J. Riley, un fabricant de soutien de voûtes plantaires et chaussures orthopédiques, crée en 1906 à Boston la marque The New Balance Arch Company. Il est rapidement rejoint par Arthur Hall, qui devient son directeur commercial, puis son associé. Cette collaboration durera 20 ans et la marque deviendra une référence de la semelle orthopédique. L'entreprise vend d'abord des chaussures équipées de soutien de voûtes plantaires avant de se spécialiser dans la production de chaussures de course à pied. Fabriquée à la main, comme toutes les autres paires de la marque, la première chaussure à pointe, New Balance, est commercialisée en 1930 et devient populaire lorsque Dan McBree l'arbore pendant la Reddish Road Race. Eleanor et Paul Kidd, respectivement fille et gendre d'Arthur Hall, reprennent les rênes de la société en 1954 et sortent 7 ans plus tard la Trackster, précurseur des chaussures de running. Après s'être tordu la cheville, Marquis Mill Converse invente la chaussure montante qui portera son nom. Il fonde en 1908 au nord de Boston la Converse Rubber Shoes Company, qui est spécialisée au départ dans la fabrication de sabots en caoutchouc destinés aux prisonniers américains, puis étend sa gamme dès 1915 aux chaussures de sport, d'abord celles de tennis et par la suite celles de basketball à partir de 1917. Bien que les sabots et les chaussures de sport soient de conception très différentes, la constante demeure leur semelle en caoutchouc. En 1921, Converse décide de confier au jeune basketteur Chuck Taylor, ancien joueur des Akron Firestone, le soin de promouvoir une de ses chaussures, la A11 Star, rebaptisée par la suite All Star. Cette sneaker est une basket montante en cuir à semelle de caoutchouc spécialement destinée à la pratique du basketball en permettant d'assurer à la fois un bon amorti et un maximum de stabilité sur le terrain. La marque ajoutera en 1932 le nom de Chuck Taylor au logo étoilé qui a fait sa renommée. Le basketteur s'acquitte de sa mission avec la plus grande rigueur en se rendant sur les campus universitaires du pays avec l'équipe de la marque afin d'offrir des démonstrations aux étudiants et voit son image associée à cette sneaker au point que les clients ne demandent plus la All-Star mais la chaussure de Chuck. Converse finira d'ailleurs par changer le nom de cette dernière en Chuck Taylor All-Star. Il s'agit de la première opération de sponsoring d'un sportif par une marque d'équipement de sport, même si contrairement à Michael Jordan, qui donnera bien plus tard son nom à une paire de Nike, Chuck Taylor est seulement semi-professionnel et qui laisse la marque utiliser son nom gratuitement. Cette promotion sera couronnée de succès puisque la fameuse chaussure équipera la plupart des joueurs du championnat américain jusqu'à la fin des années 60. La principale concurrente de la Converse est la chaussure Keds, lancée en 1916 par Uniroyal et qui appartient aujourd'hui au groupe Wolverine Worldwide. Connue pour être la toute première chaussure à semelle flexible, elle est à l'origine du terme sneaker, dérivé de sneak-on, qui désigne une approche par surprise. Sa semelle en caoutchouc et sa tige de toile rendent effectivement les déplacements très furtifs. Entre 1960 et 1970, les Keds deviennent les chaussures de basketball les plus populaires du championnat NBA. Les Converse et les Keds verront leur intérêt converger à la fin de la Première Guerre mondiale, lorsque l'Allemagne, l'Italie et le Japon décident de promouvoir la pratique du sport parmi leur population en vue de se préparer en cas de reprise des hostilités. Les militants fascistes se mettent à porter des baskets pendant leurs entraînements, ce qui nuira durablement à l'image de ces deux marques, sans compter le succès qu'elles remportent dans le même temps auprès de voyous et criminels en tout genre. En 1936, l'industrie de la chaussure commence également à s'intéresser au tennis, et c'est une marque française, Spring Court,
fondée par Georges Grimoisen, qui détrône la traditionnelle espadrille portée jusqu'alors par les joueurs. Cette première chaussure de tennis, spécialement conçue pour la terre battue, est ventilée et composée de toile de coton et de caoutchouc vulcanisé. Le nom Spring Court vient de spring qui signifie sauter en anglais et de court comme un court de tennis. À l'aube de la Deuxième Guerre mondiale, les Jeux olympiques de Berlin voient le fureur enragé à propos des chaussures Dassler de l'athlète américain Jesse Owens, qui remporte successivement les épreuves du 100 mètres, du saut en longueur, du 200 mètres et du relais 400 x 100 mètres. Les deux frères Dassler, héritiers de l'entreprise familiale, sont réquisitionnés pour fabriquer les bottes des soldats allemands durant tout le conflit, mais se fâchent ensuite et créent chacun de leur côté une nouvelle marque de sneakers, Adidas, Adi pour Adolphe, respectivement créé en 1948, et Puma par Rudolf en 1949. Alors qu'Adolphe, fondateur d'Adidas, est accusé par son frère Rudolf d'avoir appartenu au parti nazi, les chaussures Puma deviendront quant à elles le symbole de la lutte du Black Power aux États-Unis après que les coureurs américains Timmy Smith et John Kortak, arrivés respectivement 1er et 3e aux 200 mètres des Jeux olympiques de Mexico en 1968, ou sur le podium se déchaussent de leur paire Puma Suède en brandissant le poing gauche. Pendant ce temps, Adidas sort durant cette décennie ses 3 modèles les plus populaires, la Star Smith, rebaptisée ensuite Robert Heller, du nom du tennisman avant de devenir la Stanley Smith, ainsi que la Gazelle et la Superstar. C'est en Amérique, sur les terrains de basket, que la compétition entre les deux frères continue alors que les célèbres chaussures à 3 bandes, Superstar avec le fameux shell toe à l'avant et leur talon rehaussé qui protège le talon d'Achille équipent environ 75% des joueurs dès les débuts de leur mise sur le marché et remplacent les Keds au pied des stars comme Karim Abdul-Jabbar. Puma opérera une remontée en 1973 avec sa Clyde qui finit par supplanter la Keds. En 1972, Paul Knight et Phil Baverman, fondateurs de la marque Nike créée en 1971 dans l'Oregon, lancent une sneaker concurrente, la Cortez, pour rejoindre le segment de l'athlétisme. C'est pourtant une autre chaussure, la Nike Air, qui fit la renommée de la marque 7 ans plus tard avec ses semelles dotées de coussins d'air. En 1982, la Air Force One devient à son tour la star des championnats de basket. La même année, Reebok sort la première sneaker exclusivement féminine, la Reebok Freestyle, conçue au départ pour les cours d'aérobic. En 1989, c'est la consécration pour Nike qui s'offre Michael Jordan et lance simultanément la Air Jordan 1 et la Nike Dunk 3 ans plus tard. La première interdite par la NBA pour cause de non-respect du code vestimentaire, car elle comprenait 3 couleurs, le blanc, le rouge et le noir de l'équipe des Chicago Bulls, au lieu du seul blanc autorisé, coûte à l'entreprise $5 000 pour chaque match joué pour le numéro 23 des Chicago Bulls. Cette polémique profite à Nike car elle contribue à la notoriété de la Air Jordan 1. Ainsi, les baskets ne tardent pas à devenir populaires au-delà du championnat de NBA. Elles se déclinent à présent en de nombreux coloris et font le bonheur des jeunes de Baltimore sur la côte ouest, qui rêvent de ressembler à leur idole en s'entraînant sur les playgrounds chaussés de leur Air Force One personnalisés. C'est sur ces mots que se termine la première partie de l'histoire de la basket. Mille merci pour le temps accordé. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie. Dans l'intervalle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et au compte Instagram Passion à la clé. Et je vous dis à tout bientôt.